à travers les grilles. Bonsoir. Merci d'abord et toutes mes félicitations à l'équipe de l'IESEC parce que je trouve qu'ils ont réussi une première qui est tout à fait impressionnante. Donc, je leur avais proposé comme titre « Qui gouverne Internet ?» Et je suis chercheur en sociologie, et les chercheurs ont souvent pour habitude de détourner les questions, même quand c'est eux-mêmes qui les ont posées. Et donc, je vais commencer par essayer de répondre à une autre question qui est plutôt « Est-ce qu'il faut gouverner Internet ? Est-ce qu'il faut trouver un modèle politique pour Internet ? Et est-ce qu'il y a un modèle qui doit s'imposer ?» Alors, la question peut sembler un peu étrange, mais en fait, elle vient au moins de l'origine de l'Internet, de ces premiers libertariens, américains, mais aussi européens, mais français, comme Louis Pouzin, etc. Ces libertaires, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, qui ont imaginé un réseau qui n'aurait pas besoin d'une autorité politique, qui pourrait s'autoréguler, qui pourrait se gouverner tout seul. C'était une très belle utopie qui s'est imposée et qui continue à s'imposer à nombre d'acteurs du réseau. Et puis, il y avait des raisons pratiques aussi, qui faisaient qu'après tout, une autorité politique, imposer une autorité politique à l'Internet n'était pas chose facile. Il y a des problèmes évidemment de mondialisation, il y a des problèmes de quelle est la bonne quelle est la bonne juridiction, qui faisait que, malgré tout, imposer des règles à l'échelon mondial était difficile. Ce n'est pas absolument impossible. On a su faire, dans des espaces comme la mer, qui n'appartenait aussi à aucun État, ou comme l'espace, on a parfaitement su faire une législation internationale pour réguler. Mais sur l'Internet, ça posait quand même des problèmes particulièrement compliqués. Alors, faut-il gouverner Internet ? Vous pourriez presque me dire, mais la question n'est-elle pas un peu obsolète ? Finalement, Internet est traversé par de très nombreuses règles, de très nombreuses normes, et il y a au moins 3 pôles de normalisation très importants. Le premier, c'est par les États. Vous entendrez souvent dire « Internet est ingouvernable », comme si les États, l'Europe, les États nationaux, ne pouvaient rien imposer sur Internet. Eh bien, ça, c'est un lieu commun et une idée fausse. Internet est traversé et obéit aux règles des États. Par exemple, en matière de racisme, on a vu avec l'affaire Yahoo il y a très longtemps que l'État français a pu poursuivre, avec une réussite, un site qui hébergeait de la propagande nazie. On sait poursuivre les sites qui font du racisme. Alors bien sûr, vous me direz, ce n'est pas parce qu'il y a des législations que ça empêche les gens de produire des propos racistes, pédophiles, etc., patins couffins. Peu importe, la loi n'a jamais empêché les criminels de tuer et les voleurs de voler. Mais la loi est là pour dire la norme, pour dire la règle. Et les États nous disent déjà des normes sur Internet. Il y a un deuxième... l'État aussi a pu faire mieux. Les États ont même inventé des notions générales qui arrivent à réguler certains aspects de la vie sur Internet. Par exemple, le droit des hébergeurs, le fait qu'un hébergeur n'est pas responsable de tous les contenus qui sont sur son site, ce qui ferait fermer dès demain la majorité des hébergeurs, puisqu'on sait bien que personne ne peut contrôler ce qui se passe sur Internet. Le droit des hébergeurs a pu aussi s'imposer à l'échelon international. Et alors ça, c'était le premier groupe d'acteurs, les États. Le deuxième groupe d'acteurs, extrêmement puissant, qui chaque jour nous imposent leurs règles, ce sont les supra-acteurs de l'Internet. Et vous les connaissez tous, vous êtes tous les jours en contact, j'imagine, comme moi, avec eux. Ce sont les Google, Facebook, Twitter, etc. Toutes ces énormes sociétés dont la capitalisation boursière est bien supérieure à la valeur, à leur chiffre d'affaires. Il n'empêche, ce sont ces sociétés, à travers leurs contrats, et je fais l'hypothèse que, comme moi, vous n'êtes jamais allé lire les contrats qui pourtant régulent tous les jours votre comportement sur ces plateformes, ces méga-sociétés, ces supra-acteurs nous imposent
en permanence un certain nombre de façons de faire, de vivre ensemble, de nous comporter, d'acheter, etc. Alors, les États qui paraissent échapper aux législations nationales, par exemple en matière d'imposition, commencent à quand même rencontrer en face d'elles des États qui ne se laissent plus complètement faire. Ça a été le cas, par exemple, de l'Italie, dont on ne pense pas toujours que l'État soit très puissant, mais elle a une autorité de la concurrence qui est allée dire à Google « ça va bien votre affaire de gestion des revenus publicitaires, mais c'est fait dans une opacité totale. Donc ça, ce n'est pas possible. La répartition de la main doit être rendue explicite. » Google a dû plier. Donc Google a plié en Italie. Google a accepté de rendre publiques les clés de répartition de la manne publicitaire. Et comme Google a très vite compris que ce qui s'imposait en Italie allait s'imposer dans les autres pays, ils ont cédé à l'échelon européen sur cette question-là. Donc c'est une toute petite avancée. Mais on voit déjà que l'acteur de l'Internet peut trouver en face de lui des principes supérieurs auxquels ils sont obligés de se plier. Et puis, il y a le troisième pôle qui est probablement le plus créatif, le plus imaginatif, encore que les supra-acteurs ont beaucoup d'imagination et beaucoup de compétences en innovation. Mais le troisième est moins dans des voies préinscrites et est moins préempté par le commerce. C'est tous les acteurs de l'Internet, ce sont les internautes d'abord, mais plutôt encore les internautes très actifs, les internautes intéressés, les internautes ces collectifs formels ou informels qui ont su fabriquer la normalisation d'Internet, qui savent recréer des collectifs, qui savent animer les communautés. Et on a vu juste avant moi, Goodid, ce collectif qui essaye d'utiliser le réseau et les capacités capitalistes du réseau à l'avantage d'une cause qui le dépasse largement. Donc, j'aurais pu vous citer aussi du W3C, ce collectif d'acteurs qui a fabriqué les normes de ce qu'est aujourd'hui l'Internet. Donc, en gros, ce que je vous dis, c'est que oui, il y a bien des régulations dans le réseau. Ce n'est pas vrai que le réseau est complètement dans un état d'anarchie totale. Mais aujourd'hui, on a une régulation qui est opaque, qui est éclatée, qui est incertaine. On ne vit pas si mal sur le réseau. Et pourquoi essayer de le... Il y a un certain nombre d'effets pervers à l'absence d'explicitation sur ces formes de régulation. Je voudrais juste en évoquer deux. La première, c'est sur le piratage. Alors bien sûr, aucun d'entre nous n'a jamais piraté un morceau de musique ou un film. Mais à l'extérieur de cette salle, il y en a beaucoup qui font autrement. Et les acteurs, ce qu'on appelle les ayants droit, c'est-à-dire par exemple les maisons de disques, les artistes, musiciens, nous disent « Attention, vous êtes responsables ». Les pirates sont responsables, par exemple, de la mort de l'industrie du disque en Europe. Mort toute relative. En fait, il y a 15 ans que nos collègues économistes travaillent sur cette question de l'impact du piratage sur l'industrie du disque et sur le domaine de la musique. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur le fait qu'il y avait un rapport. C'est-à-dire que personne n'a réussi à prouver, et il y a même des gens qui disent le contraire, que le piratage nuit à la musique. Il y a des économistes très réputés qui ont montré qu'au contraire, les pirates étaient ceux qui achetaient le plus. Donc au contraire, le piratage. Mais bon, ils ne sont pas tous d'accord, ils sont tout assez incertains. Ça, d'accord. Mais en revanche, il y a quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. C'est l'impact du piratage sur l'allongement des droits de propriété. Et ça, c'est grave, parce que ça veut dire l'allongement des droits de propriété n'a cessé de s'allonger depuis que Beaumarchais les a créés, mais enfin, il y a 2 siècles et demi. Mais là, dans les dernières années, on ne cesse
d'étendre la durée de protection des œuvres. Qu'un artiste vive de son travail, on en verra un tout à l'heure, c'est une très bonne chose et c'est tout à fait normal. Que 75 ans après sa mort, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, enfin, avec ce qui nous a été dit, je ne sais pas à combien de générations, continuent à vivre sur son travail, là, c'est un déni de ce qui a fait la spécificité de notre culture. Notre culture, il y avait un domaine public, c'est-à-dire qu'il y avait un moment où on vivait de son œuvre, mais après, la culture, qui est un bien collectif, qui est quelque chose que les gens construisent quand même à partir de tout leur environnement, à partir de ce qu'ils ont appris à l'école, à partir de ce qu'ils ont lu, à partir de la culture. Ce n'est pas que dans la tête des gens, c'est vraiment ce qui vient les nourrir de partout. Et donc, si cette culture, tout d'un coup, elle devient privatisée, c'est une mauvaise chose pour notre avenir. Et ce qui est sûr, c'est que le piratage a entraîné un durcissement considérable aux États-Unis, mais même en Europe, un durcissement considérable de la protection de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est le premier effet pervers. Le deuxième, je vais aller beaucoup plus vite, parce que tout le monde en entend parler tous les jours, c'est l'impact c'est la surveillance, le contrôle, voire la censure, qui est exercée en permanence par les États non démocratiques comme la Chine, bien entendu, mais aussi les États démocratiques comme les États-Unis. Et on voit bien que l'absence de régulation, l'absence de politique générale a permis, par exemple, aux États-Unis de surveiller la planète entière. Alors, bon, que faire? C'est vraiment la question qui nous est maintenant adressée. Comment agir face à cette situation? Eh bien, ma proposition, c'est de vous dire, nous sommes en 1788. Nous sommes dans une période pré-révolutionnaire. Et les périodes pré-révolutionnaires, ça se prépare déjà depuis un certain temps. Donc ça s'est préparé depuis longtemps, mais il va falloir passer aux actes. Il faut inventer quelque chose d'autre. La démocratie représentative, sur Internet, ça ne marche pas. Parce que si vous faites voter pour un gouvernement de l'Internet, les Chinois vont nous envoyer un Parlement qui sera tout sauf démocratique, créatif et ouvert. Enfin, les Chinois, dans tous les cas, leur gouvernement. Mais on peut compter sur eux. Non, il nous faut inventer la constitution de l'an... Pas la constitution de l'an 1. Il nous faut inventer les constitutions de l'Internet. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul Internet. Il y a une pluralité, il y a une multitude, il y a une multiplicité d'Internet qui sont faits en fonction de la façon dont on les utilise, de ce qu'on met dedans, des applications qu'on utilise, etc. Et c'est cette multiplicité de constitutions auquel il va falloir que nous pensions. Et ça, il y a des gens qui ont déjà commencé à le faire. Des internautes intéressés comme les acteurs du libre, les producteurs d'applications, les grands animateurs de communautés. Ils ont commencé à poser un certain nombre de principes qui vont nous être utiles. Par exemple, des principes comme le RAF consensus. C'est l'idée qu'on va prendre des décisions non pas à la majorité, qui a quand même des effets pervers en l'occurrence, non pas à la majorité, mais en se mettant progressivement d'accord sur des contenus. On voit aussi des formes de régulation qui sont très intéressantes, comme les régulations de Wikipédia, le savoir collectif, qui est maintenant quand même que tous les jours, nous consultons tous ensemble, même si on lui trouve des limites. On a vu émerger des choses, par exemple, pour repenser la propriété intellectuelle en permettant le partage. C'est les systèmes de Creative Commons. Donc, en gros, nous avons les principes de base, la transparence, et puis, la neutralité du réseau. Ce n'est pas celui qui paye le plus qui empêche ceux qui payent le moins d'aller sur le réseau et d'envoyer des contenus. Donc, nous avons les principes de base, nous avons des pistes pour ouvrir vers de nouvelles normes, de nouvelles règles, de nouvelles façons, une nouvelle politique, une nouvelle cité commune. Donc, c'est maintenant à nous et à vous d'inventer cette nouvelle cité de l'Internet.